Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Imagine la scène. Tu as investi dans un nouvel équipement pour ton atelier. Pas une énorme machine, mais un outil qui devrait simplifier la vie de tes équipes et améliorer la productivité. Tu formes l'équipe, ça a l'air de fonctionner, tout a l'air de rouler. Bilan 6 mois plus tard, la moitié des personnes formées ont quitté l'entreprise et le reste de l'équipe, eh bien plus personne n'utilise l'équipement. L'équipement, il est toujours là, dans un coin, et il prend la poussière. Tu demandes à l'équipe pourquoi il ne l'utilise plus, et tu obtiens ce type de réponse. Oh, moi je trouve ça compliqué à utiliser. Ah non, mais moi je trouve que c'est pas vraiment mon métier de faire ça. Je préfère faire comme avant, manuellement. Ah ouais, mais alors moi j'ai trop peur de casser quelque chose dans la machine. Et pendant ce temps-là, ton investissement, il dort. Son ROI est catastrophique, et tu te demandes bien comment tu vas pouvoir débloquer cette situation. Bienvenue dans le monde merveilleux de la résistance au changement. Et surtout, bienvenue dans la solution que personne n'ose vraiment mettre en œuvre, montrer patte blanche. Je suis Marion Voisin, consultante en excellence opérationnelle, et aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai transformé un « hors de question que j'utilise ça » en « ah tiens, je suis curieux d'essayer » en une dizaine de jours dans une entreprise que j'ai accompagnée. Sans formation longue, sans injonction, juste en créant une culture où le test est permis et où l'erreur est acceptée et où le management montre l'exemple. Parce que si tu veux que ton équipe ose, il faut d'abord que toi, tu oses devant elle. Alors un peu de contexte. Je suis en mission chez un client depuis 5 mois et 13 mois en arrière, ils ont acheté 2 machines. Rien d'extraordinaire et d'extravagant, pas de la grosse machinerie comme je l'ai dit en introduction, mais des équipements assez simples pour remplacer une étape manuelle de la production qui est pénible physiquement et qui est aussi chronophage. L'idée est bonne, gagner du temps, soulager les équipes et améliorer la productivité. Ils forment donc l'équipe de 5 opérateurs sur ces machines, ça fonctionne plutôt bien pendant quelques mois, les machines tournent. Et puis, 3 des personnes formées quittent tour à tour l'entreprise, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les machines. Vraiment, voilà, le hasard de la vie. Problème, c'est que personne d'autre n'a été formé. Et le reste de l'équipe n'est de toute façon pas hyper convaincu par cette nouvelle solution. Résultat, on est 13 mois plus tard, les machines sont là en plein milieu de l'atelier, en plus elles prennent de la place, et personne ne les utilise. Tout le monde continue à faire l'étape manuellement, comme c'était fait historiquement. Le ROI de l'investissement, on ne peut même pas le calculer, des machines qui ont coûté plusieurs milliers d'euros et qui prennent la poussière. Moi, j'étais là pour un autre sujet, mais voilà, il y a eu quelques temps morts dans ma mission et je me suis dit, bah tiens, si on essayait de ranimer ce vieux projet. J'ai commencé bien sûr par discuter avec les opérateurs et leurs managers. Le discours des opérateurs est assez clair. Hors de question que j'utilise ça, ce n'est pas mon métier d'utiliser ce genre de machine, ça a l'air compliqué, et puis franchement, on s'en sort très bien manuellement jusqu'ici, je vois pas pourquoi on veut changer ça. Bon, en creusant un peu, on comprend qu'il y a plusieurs freins. D'abord, personne ne leur a expliqué les bénéfices concrets pour eux. On leur a dit, c'est pour améliorer votre poste de travail, mais eux, ce qu'ils ont entendu, c'est « Ok, c'est pour que vous soyez plus productif et il va falloir produire plus ». Ça les a pas hyper motivés. Ensuite, personne ne les a vraiment impliqués dans le projet. On a acheté les machines, on a formé les personnes, et voilà, petit à petit, ils se sont mis dedans. Le problème, c'est que quand la moitié est partie, les nouveaux n'ont pas été formés. On leur a dit « Ah, il va falloir commencer à apprendre à l'utiliser », mais on n'est pas allé plus loin. Le « un jour, vous l'utiliserez », on s'est rendu compte que « un jour, c'est jamais ». Et enfin, il y a une vraie peur. La peur de mal faire, la peur de casser quelque chose, la peur de se ridiculiser devant les collègues ou devant son manager. Bon, je discute avec le manager et je lui explique que, à mon sens, avant de former qui que ce soit, il va d'abord falloir recréer de la curiosité autour de cette machinerie pour que l'équipe arrête de voir les machines comme une menace ou une contrainte et qu'elle puisse commencer à les voir comme une opportunité pour eux. Le manager, il est partant. Donc, mine de rien, il commence à en parler aux opérateurs. Pas en mode injonction et en mode bourrin, non, en mode conversation. Tous les jours, pendant une petite semaine, il a pris quelques minutes pour discuter avec 1 ou 2 opérateurs, reparler un peu du sujet, montrer mine de rien des bénéfices concrets. Ah regarde, tu vois là l'étape que tu es en train de faire, c'est un peu dur là pour ton épaule, mais regarde, quand on arrivera à utiliser la machine pour cette étape, du coup, tu vas épargner ton épaule et en plus, tu vois, tu vas gagner 5 minutes par cycle. Tu vas te fatiguer beaucoup moins et tu auras moins à porter.
Il force rien au niveau de son discours, juste il plante des petites graines comme ça, mine de rien. Et au bout d'une grosse semaine, moi j'entends le discours côté opérateur qui commence à changer. On passe de hors de question que j'utilise ça à ouais, bon, faut voir, peut-être ça peut être intéressant. Et même à ah bah quand on le fera, je serais curieux d'essayer de tester la machine. Et là, c'est top. On a franchi la première étape. On a su créer de la curiosité par rapport au changement qu'on voulait apporter. Sauf que maintenant qu'ils sont curieux, bah, y a un nouveau blocage. Parce que personne ne veut faire de test. Pourquoi ? Parce que personne n'a été formé. Alors, il reste 2 personnes qui ont été formées initialement, mais qui n'ont pas pratiqué depuis 13 mois. Tout le monde a peur de se tromper, de mal faire, de casser quelque chose. Et donc, c'est là que je décide de faire ce que j'appelle montrer patte blanche. Ce que j'ai fait, j'ai pris le mode d'emploi de la machine, je me suis mise bien au milieu de l'atelier, en vue de tout le monde, et j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça marchait. J'ai lu les instructions, j'ai observé la machine, j'ai testé des trucs, je me suis trompée, j'ai recommencé, et surtout je leur ai demandé leur avis. Et regarde mon truc là, voilà, ma pièce que j'ai réussi à faire, elle est pas terrible. À ton avis, est-ce que je devrais la mettre plutôt comme ça ou plutôt comme ça ? Et regarde, tu vois, le schéma, je le comprends pas bien. Moi, j'ai l'impression qu'il faut appuyer ici. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça serait plutôt là ou là ? Etc. Et au début, bien sûr, ils me regardent faire, ils sont un peu amusés et un peu curieux. Bah forcément, une consultante qui est en plein milieu de l'atelier, en train de galérer avec une machine, c'est pas tous les jours qu'ils voient ça. Mais petit à petit, en fait, ça a commencé à les intéresser. Ils ont commencé à donner leur avis, à proposer des idées, et même au bout de quelques jours, j'ai une opératrice qui m'a dit spontanément écoute, si tu veux, dans la semaine, je viens faire des essais avec toi. Et là, bingo, ça veut dire que ça y est, on a cassé le blocage. Cette opératrice, elle a plus peur de tester, parce qu'elle a vu qu'en fait, moi aussi, je testais, que je me plantais, que je recommençais, et que personne n'était mort, et que personne ne me jugeait pour ça. Donc à partir de là, ça a débloqué complètement l'équipe. Et on a pu passer dans une phase de test officielle, un peu plus construite. 2 heures chaque semaine pour tester le nouveau process sur différents types de pièces et pour intégrer progressivement l'utilisation de ces machines dans la production courante et habituelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Pourquoi le fait que je teste moi-même devant eux a débloqué la situation alors que, soyons clairs, je n'ai pas vendu du rêve ? Eh bien justement, c'est parce qu'en m'exposant, j'ai indirectement créé une culture du droit à l'erreur en montrant l'exemple. Pas en leur disant « si, vous avez le droit de vous tromper ». Parce qu'on est d'accord, hein, tout le monde dit ça. Mais personne n'y croit vraiment. Non, moi je leur ai montré que moi aussi je me trompais, que voilà, que j'apprenais, que je tâtonnais, que j'essayais des trucs, que ce que je sortais c'était moche, que c'était pas conforme et que c'était ok. Parce que le problème avec la culture du droit à l'erreur, c'est qu'on en parle beaucoup dans les entreprises, dans les bouquins, sur LinkedIn, mais en vrai, on la pratique peu, ou en tout cas de manière consciente et affichée. Quand les dirigeants disent « Non, mais chez nous, on a le droit de se tromper, on encourage l'innovation et l'expérimentation et la prise de risque », mais souvent, dans la réalité, quand quelqu'un fait une erreur, qu'est-ce qui se passe ? On va le recadrer, on va lui demander pourquoi il a fait ça, on lui fait remplir un rapport d'incident, donc ça lui fait de la paperasse à remplir. On peut mettre en place des contrôles supplémentaires pour que ça n'arrive plus. Donc résultat, les équipes, elles entendent « Ok, on vous dit que vous avez le droit de vous tromper, mais en vrai, quand on se trompe, il y a une situation désagréable qui arrive. » Donc, elles ne testent pas, elles n'innovent pas et elles ne prennent pas de risques. Elles font ce qu'elles savent faire, comme elles l'ont toujours fait, parce que c'est plus sûr. Donc pour créer une vraie culture du droit à l'erreur, pas de choix, il faut montrer l'exemple. Il faut que le management, l'encadrement, les consultants, bref, ceux qui dans l'inconscient de l'entreprise sont censés savoir, montrent que eux aussi, ils tâtonnent, ils essayent, ils se trompent et ils recommencent. Moi, quand je me suis mise au milieu de l'atelier avec mon mode d'emploi en train de galérer avec la machine, j'ai envoyé un signal clair. Regardez, je ne sais pas, moi aussi j'apprends, moi aussi je me trompe, et en fait, c'est normal, on est des humains, c'est comme ça qu'on apprend. Et ce signal, il a autorisé les opérateurs à faire pareil. Parce que si moi, la consultante qui est censée être l'experte, je peux me tromper sans que le monde entier s'écroule, alors eux aussi, ils peuvent se tromper, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle l'exemplarité dans l'apprentissage. On a déjà parlé dans ce podcast de l'exemplarité managériale dans l'épisode
qui de l'œuf ou de la poule. Je te racontais comment un manager qui passe à côté d'un chariot mal garé sans le déplacer crée une nouvelle norme. Et bien là, c'est un peu pareil, mais dans le domaine de l'apprentissage. Si tu veux que ton équipe ose apprendre, ose tester, ose se tromper, il faut d'abord que toi, tu oses montrer ta vulnérabilité et le fait que tu ne saches pas tout devant elle. Donc concrètement, comment on fait ? Il y a plusieurs principes. Un des principes, ça va être de rendre ses propres erreurs visibles. Quand tu te trompes, quand tu ne sais pas, dis-le. Ne cherche pas à le cacher, partage-le. Ah tiens, hier j'ai essayé de faire telle chose, ça n'a pas marché, j'ai complètement planté. Bon, j'ai ajusté et aujourd'hui je vais tester Y. Ça montre que l'erreur est une étape qui est normale dans l'apprentissage et à tout niveau de la hiérarchie. Ce n'est pas une honte. Le deuxième principe, c'est de tester soi-même devant les équipes. Quand on demande à l'équipe d'adopter un nouvel outil, par exemple, ou un nouveau process, une nouvelle méthode, il ne faut pas juste leur montrer le papier et leur dire « allez-y, testez ». Tu viens avec eux et en fait, tu vas tester toi-même, devant eux, en même temps qu'eux, tu mets la main à la pâte, même si tu ne sais pas comment ça marche, et surtout si tu ne sais pas comment ça marche. Parce que ça crée de la légitimité, et ça autorise les autres à ne pas savoir non plus et à poser des questions. Le troisième principe, ça va être de valoriser les tentatives, pas uniquement les réussites. Quand quelqu'un teste quelque chose et que ça ne marche pas, évidemment, il ne faut pas le recadrer. Il faut valoriser le fait qu'il ait testé. C'est cool, t'as essayé. Du coup, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qu'on peut ajuster pour le prochain test ? Ça renforce le message de ce qui compte, c'est d'essayer et d'apprendre de cet essai. C'est pas de réussir forcément du premier coup. Mais attention, ce principe, il vient avec le suivant. Parce que le but, ce n'est pas d'en arriver à de l'expérimentation sauvage dans tous les coins de l'entreprise qui vont finir par quand même mettre en péril le flux de production habituel. Donc mon quatrième principe très important, c'est de créer des espaces et des moments sécurisés pour l'expérimentation. Un espace sécurisé, c'est quoi ? C'est un moment ou un lieu où on peut tester sans enjeu. Dans mon cas, c'était un temps mort au milieu de l'atelier avec une machine qui ne servait de toute façon pas. Donc, si je me plantais, il n'y avait aucune conséquence sur la production. Dans ton atelier, ça peut être un créneau dédié dans la semaine pour tester de nouvelles méthodes, un projet pilote sur un petit périmètre avant de déployer à plus grande échelle, un atelier d'amélioration continue où on a le droit de proposer des idées un peu folles et de les tester. Le cinquième principe, il va falloir récompenser la curiosité. Donc, quand quelqu'un pose une question, même si elle est basique, c'est pas grave, il faut valoriser le fait de poser des questions. Quand quelqu'un dit « je suis curieux d'essayer quelque chose », félicite-le sur l'envie qu'il a d'essayer de nouvelles choses. Si quelqu'un vient te voir avec une idée d'amélioration, même si elle n'est pas parfaite, remercie-le de s'engager et de proposer des choses pour améliorer l'entreprise. En fait, en marquant positivement tous ces comportements, tu vas les renforcer et donc ils vont se multiplier. On en arrive à ton action pour cette semaine. Tu vas identifier un changement que tu veux voir adopté dans ton entreprise et par exemple qui a déjà créé de la résistance. Ça peut être un nouvel outil, un équipement que personne n'utilise, un process que les gens continuent à contourner, une nouvelle méthode de travail que tu as instaurée mais qui peine à décoller et à être adoptée. L'étape 2, tu vas la tester toi-même devant l'équipe. Donc pas dans le bureau, pas tout seul quand il n'y a plus personne. Non, au milieu de la prod, à un moment, tu viens et avec tes équipes, tu vas leur dire « Ah j'aimerais essayer du coup le process dont on a parlé la dernière fois, est-ce que tu peux me montrer ?» Et tu vas faire avec eux en tâtonnant. Tu vas chercher, tu vas te tromper, tu leur demandes leur avis. « Ok, du coup, moi quand je lis ça, je fais comme ça, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est bien ça ? Vous faites comment ? Pourquoi vous le faites comme ça ?» Voilà, on se met en situation avec les gens. Et bien sûr, l'étape 3, ça va être de partager avec eux ce que tu as appris. À la fin de ce test, tu partages directement avec les opérateurs qui sont sur le terrain avec toi. Ah ok, du coup, dans ce qu'on a essayé aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché ? Qu'est-ce que tu as ajusté ? Et qu'est-ce qu'on a appris pour les prochaines fois ? Et observe ce qui se passe. Tu vas voir que peut-être après quelques jours ou quelques semaines, il y a des choses qui vont changer. Peut-être que quelqu'un va oser proposer de tester autre chose à son tour, parce que tu auras créé de la permission par l'exemple. On parle beaucoup de culture de droit à l'erreur, de culture de l'innovation, de culture d'amélioration continue. Mais on la crée rarement réellement, parce qu'on se contente d'en parler, de l'afficher sur des posters, de la mentionner en réunion, alors que pour créer une vraie culture,
il faut montrer l'exemple. Il faut que le management, l'encadrement, les dirigeants montrent que eux aussi tâtonnent, testent, se trompent et recommencent. Il faut rendre les erreurs visibles, valoriser les tentatives et créer des espaces sécurisés pour l'expérimentation. Si tu veux que ton équipe ose, commence par oser devant elle. Si tu veux qu'elle apprenne, commence par apprendre devant elle. Et si tu veux qu'elle teste, commence par tester devant et avec elle. Montrer patte blanche, ce n'est pas montrer qu'on est parfait, c'est montrer qu'on est humain, qu'on apprend et qu'on a le droit de ne pas savoir. Alors cette semaine, va tester quelque chose devant ton équipe et autorise-toi à ne pas savoir. La semaine prochaine, je te raconterai pourquoi ce projet de machine était resté en suspens pendant 13 mois. Petit spoiler, ça a tout à voir avec le fait que personne n'en était vraiment responsable. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Me laisser un commentaire ou encore le partager. À la semaine prochaine dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.